le tendon est lent et le corps est court. Alors c'est proportionnellement inversé. Alors, contraction répond une contraction excessive à l'antagoniste de tendance s'allonge exagérée. À votre remarque, Madame Leila, l'os de l'IMC, il est perturbé dans son développement de trois façons. Parce que tout le monde sait que l'os, il se développe en trois façons. En longueur, la faiblesse et l'atrophie musculaire affectent ce développement. Plus frappant chez les diplégiques, c'est une atteinte des deux membres inférieurs. D'accord? Alors, la maladie de Little ou la diplégie spastique, on voit bien que l'enfant qui présente cette pathologie, il y a une croissance suffisante au niveau du tronc et des membres supérieurs. En l'occurrence, les membres inférieurs restent insuffisants. D'accord? Spastique, où la disproportion de la longueur entre les membres inférieurs et le tronc est tangible. Ainsi va de pair chez les hémiplégiques. Les hémiplégiques, on a une croissance unilatérale. C'est une asymétrie de croissance. Le côté atteint, il se développe moins que le côté sain. En largeur et en densité osseuse, le sous-développement musculaire, le manque de la mise en charge aggravé par l'immobilisation et l'immobilité aboutissent à la fragilité osseuse, responsable de fractures pathologiques. Parce qu'on est face à un os ostéopénique ou ostéoporosique. Alors, si on persévère à avoir des amplitudes articulaires normales, on risque de finir mal. Hein. Alors, enfin, la forme de certains os est liée à l'interaction entre les forces musculaires sur le cartilage, c'est la fameuse loi de Delpech, ce qui entraîne les désaxations, les luxations articulaires. Alors, articulation d'IMC, elles aussi vont souffrir par des modifications des surfaces articulaires, de leur orientation, usure du cartilage par frottement anormal. Les moyens d'union sont sollicités soit en excès, aboutissant à une laxité, parce qu'il y a une asymétrie normalement de charge. D'un côté, il est trop sollicité, qu'est-ce qui va se passer? Une laxité, voire une luxation. De l'autre côté, insuffisamment fixant une position préférentielle. Ce sont les attitudes vicieuses. C'est le processus d'installation des attitudes vicieuses. Alors, les troubles de longueur des muscles perarticulaires vont perturber les jeux passifs des articulations, tandis que les troubles de la fonction contractile vont perturber le jeu actif, bien sûr. Alors, la plupart des articulations voient leur amplitude diminuer, donc sont réduites dans une position non fonctionnelle. Alors, en résumé, toutes ces anomalies musculaires, tendineuses, osseuses, articulaires vont contribuer à déformer le corps de l'IMC. J'espère que vous avez retenu le processus de déformation chez l'IMC. C'est très important. Une fois on l'a acquis, on l'a assimilé, on saura quoi faire avec nos enfants. Alors, aussi bien le tronc que les membres inférieurs et les extrémités de façon variable, en fonction de l'atteinte neurologique, de son type, de sa réapparition topographique et aussi de l'environnement et de l'évolution de cette affection. Un enfant qui évolue dans un sujet, dans un environnement sain, par exemple, si un enfant IMC à Rabat ne va pas évoluer de la même façon qu'un enfant IMC à Zagora, par exemple. D'accord? Malheureusement, on n'a pas des statistiques fiables, et d'après Madame la Ministre, bientôt on aura, selon elle, des statistiques purement marocaines, mais je suis pas très... Je suis toujours sceptique vis-à-vis de ces statistiques. Déjà, on ne déclare pas nos enfants. La plupart des gens qui ont un enfant malade, ils l'enferment chez lui et le laissent à son sort. Alors, facteurs posturaux et infirmité motrice cérébrale. Le retard des acquisitions des différents niveaux d'évolution motrice va creuser l'écart entre un enfant valide et un enfant IMC. Cette diminution d'activité motrice, tant qualitative que quantitative, sera majorée par certains traitements médicaux, orthopédiques et chirurgicaux. Malheureusement, pas tous les traitements ont un effet bénéfique sur l'IMC. Alors, la position couchée non surveillée provoque la déformation de la grenouille écrasée, ou la position du batracien, comme Leïla vient de dire. Des anomalies de la hanche, telles que les luxations ou l'hyplasie de la hanche. La position assise, quand elle est acquise, aggrave les déformations rachidiennes, frontales et sagittales. La position assise en W est néfaste pour les hanches, genoux et pieds. Je crois que j'ai des images.
qui vont illustrer ça. La position debout cause toutes les asymétries du tronc, parce qu'il y a une asymétrie dans le développement normalement orthopédique. Alors, si on est en quadripédie, c'est pas pareil qu'on est en bipédie. D'ailleurs, les animaux normalement quadripèdes ne présentent jamais de cas d'arthrose, parce qu'ils se mettent sur 4 pattes. Nous, les bipèdes, selon l'évolution de Darwin, même si je ne suis pas très adepte à cette évolution, avec l'évolution, normalement, on a exposé plus nos hanches à des effets néfastes de l'apesanteur, ce qui cause normalement les arthroses pour le rachis et les membres. Alors, la marche, enfin, peut accentuer les déformations statiques, user les cartilages, étirer les tendons, sans parler des risques de la chute et de leurs conséquences traumatiques. Alors, on va voir des images, impact des affections orthopédiques. Ça m'est arrivé de voir pire que ça. C'est triste de voir. C'est criminel, à mon avis. C'est criminel. Normalement, le droit d'enfant, normalement, il est... Nous sommes tous concernés. Alors, des déformations pareilles. Lui, au moins, il n'a pas de genou pectoral, mais j'ai vu des enfants avec des genoux pectorales, avec la tête du fémur qui apparaît dans le cadre des escarpes très profonds. Alors, une autre image qui va vous faire un peu mal aussi. Alors ça, c'est de la quadriplégie. Alors, pour les enfants qui arrivent à se mettre debout, normalement, regardez bien normalement l'attitude asymétrique. Là, c'est une diplégie spastique. D'accord? Regardez le pied. Un pied, il va en varius et l'autre, il va en valgus. Un en rotation interne, l'autre en rotation externe. Ça, c'est pour parler de la symétrie développementale sur le plan orthopédique. Même au niveau des pieds, on a... Bien sûr, bien sûr. Alors, on va revenir à ça. Alors, là, c'est la position W sur la droite. Alors, ce que je vous demande, le moindre des conseils à donner à ses parents, c'est d'éviter à leur enfant d'adopter ce genre d'attitude, parce qu'elle est très néfaste pour. Regardez normalement, c'est la luxation fatale pour ces enfants. Et malheureusement, face à une luxation de la hanche, il faut que l'enfant subisse, il endure cette pathologie jusqu'à l'âge adulte où on peut envisager une intervention chirurgicale. Alors, écoutez-moi bien, là c'est la cavité cotidienne. Et là, c'est la tête du fémur. Une tête qui sort de l'articulation, qu'est-ce qu'elle fait? Elle enfonce le bassin et il agresse les muscles. Nous, c'est comme se fourrer le doigt dans le... Alors, la deuxième position, pour moi, elle est mieux que... C'est pas ça, normalement, ils se sont trompés, c'est pas ça la grenouille écrasée. La grenouille écrasée, c'est la position inverse sur le décubitus dorsal, et non en décubitus ventral. C'est une bonne position. Oui, il est conseillé, mais avec une surélévation du bassin. Alors nous, en réanimation pédiatrique, surtout chez les prématurés, normalement, on prédispose, on installe normalement ces enfants dans cette position avec surélévation, avec un coussin en dessous du ventre, pour ne pas bloquer normalement le développement de l'eau. Alors, problème de la symétrie de l'atteinte. L'atteinte neurologique peut ne toucher qu'un hémisphère cérébral avec affection de l'hémicorps opposé. Ça, c'est clair. Alors, si on a une atteinte de l'hémisphère droit, la manifestation se pose sur l'hémicorps gauche. Alors qu'un hémisphère cérébral avec affection de l'hémisphère opposé, c'est l'hémiplégie. Théoriquement, normalement, face à une hémiplégie, on n'a à traiter que le côté atteint. Or, c'est aberrant. Théoriquement, on n'a qu'un seul côté à soigner. Or, l'atteinte neurologique n'épargne pas le plus souvent notre hémisphère. Et on se trouve avec une diplégie ou une quadriplégie. Les lésions ne sont pas toujours identiques des deux côtés et le résultat est une atteinte orthopédique asymétrique. Chez l'enfant marchand, de forme moins grave, là on va revenir sur la photo de diplégie qu'on vient de voir. On voit précocement se développer un côté stable, étendu, ça veut dire droit, en forte rotation interne, surmontant un pied en valgus. Or,
que du côté opposé, le plus atteint, le membre évolue en spirale. Spirale. Spirale, ça veut dire il se développe en rotation. D'accord? Alors la rotation sera dictée par la pathologie et la déformation orthopédique. Le membre évolue en spirale, la cuisse en flexion, adduction et rotation interne. Le genou fléchi, la jambe tournée en dehors et le pied en varus. Le bassin, il recule et monte du côté instable. Alors là, on est face à un problème postural. On n'est plus normalement dans le traitement banalisé de rééducation, de mobilisation passive. Là, il faut avoir une idée globalistique du schéma corporel de l'enfant et de la prise en charge posturale globale. Le bassin remonte, il recule et monte du côté instable. Il faudra donc, dès que la symétrie s'amorce, être vigilant dans les installations. Savoir user de la toxine botulique, je crois que tout le monde sait à quoi sert une toxine botulique, pour maintenir même artificiellement un semblant de symétrie. Alors, vous voyez là, à droite, sur le côté droit, c'est le membre sain. Il est étendu, en adduction, en rotation interne, et le pied en valgus. Le membre lésé, il est en spirale. Vous voyez là, le sens des flèches, il se croise. Alors, le segment cuisse, elle va vers l'intérieur. Segment jambier, il sort vers l'extérieur. Il sera compensé par un segment podal qui va vers l'intérieur. Là, c'est ce qui va former notre spirale. Avec une flexion, bien sûr, et une rotation externe. Retentissement néfaste des différents traitements de l'IMC. Il faut reconnaître que toutes les immobilisations, postures, appareillages divers, même on a fini par éliminer les plus lourds d'entre elles, tels que l'appareil de Phelps et Bernstein. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de voir un appareil de Phelps. Alors on dirait un robot qui marchait devant vous. Alors ce sont des orthèses articulées le long du corps, allant jusqu'au bassin. D'accord? Alors quand le petit marche devant vous, on dirait qu'on est face à un martien. Alors l'appareil de Phelps et Bernstein ne favorise guère la motricité spontanée, c'est normal. Il en est de même de toutes les... Alors ces études-là, ils datent de 2007. Normalement, ce sont les dernières études faites sur l'IMC. Alors, il en est de même de tous les traitements visant à faire disparaître les contractions gênantes, telles que la toxine botulique. Qui dit toxine botulique? Des pénalisations, normalement, de la fonction. Alors, si la fonction est pénalisée, normalement, pour pas mal de temps, minimum 4 à 5 mois. Ça, c'est le minimum. C'est le délai minimal du champ d'action de la toxine botulique. La faiblesse qu'on recherche chez les enfants jeunes, écoutez bien ça, la faiblesse qu'on recherche chez les enfants jeunes et hypertonique deviendra utile. Alors si on est face à des enfants spastiques, il ne faut pas chercher par tous les moyens à faire éliminer sa spasticité. Parce que on va payer ça cher plus tard. Si on cherche par éliminer cette spasticité avec des traitements neurochirurgicaux ou de la toxine botulique, l'enfant, il va s'accroître. D'accord? Alors, il va gagner sur le plan, le poids. D'accord? Alors, on aura à recruter davantage d'unités motrices pour survenir normalement à son poids. Alors, ce qu'on a voulu combattre auparavant, on va le regretter plus tard. La faiblesse qu'on recherche chez les enfants jeunes et hypertoniques deviendra utile quelques années plus tard avec la prise du poids où le recrutement de toutes les unités motrices sera indispensable. Je préfère moi travailler avec des enfants hypertoniques que des enfants hypotoniques. Hypertoniques, il suffit de jouer sur certains paramètres pour les mettre en position rentable, entre parenthèses. Mais on préfère un enfant qui marche avec de la spasticité. Tout à fait. Qu'un enfant Avec un enfant flat. qui n'a aucune déformation. Exactement. Alors la chirurgie orthopédique, qu'elle soit osseuse ou des parties moindres, est toujours douloureuse malgré leur progrès. C'est normal. Principes généraux, je rejoins maintenant Mme Fergougui dans les principes généraux de la prise en charge. Là, avec certaines particularités, bien sûr. Alors, notre objectif principal de la réhabilitation pédiatrique est d'offrir une autonomie maximale à chaque enfant. L'amélioration de sa motricité, ses mouvements et de sa mobilité.
déplacement dans son environnement. Il joue un rôle majeur. La prise en charge thérapeutique tente à développer au mieux son potentiel moteur, c'est d'optimiser normalement ses facultés, et se concentre en premier lieu sur l'apprentissage du mouvement fonctionnel, ça c'est l'éducation thérapeutique, utile dans les activités quotidiennes et secondairement sur les aspects cosmétiques plutôt, du mouvement. De ce point de vue, l'amélioration de la force musculaire est de plus en plus reconnue comme un élément important avec les effets bénéfiques sur l'endurance et l'efficacité des mouvements. Avant, ils nous empêchaient à travailler la motricité normalement ou à développer les muscles des IMC. Sous prétexte que c'est un enfant hypertonique, on risque d'aggraver normalement cette hypertonie. Or, ce n'est pas du tout ça. Normalement, avec les nouvelles, avec les actualités médicales, normalement, on cherche à renforcer ce muscle. Alors, la prévention des déformations orthopédiques est indispensable afin de maintenir une intégrité biomécanique permettant la meilleure utilisation possible de chaque groupe musculaire et articulation. On réduit l'hypertonie qui est le facteur principal à l'origine de la part des déformations et grâce à des interventions externes telles que les thérapies physiques orthèses et internes telles que la chirurgie orthopédique. On cherche à améliorer l'alignement ostéo-articulaire. La collaboration avec la famille est fondamentale dans toute la prise en charge au long cours. Il est important de fixer avec elle les objectifs réalistes, alors le court terme, le moyen terme et le long terme, en fonction des capacités de leur enfant. Il ne faut jamais promettre, il ne faut jamais donner de fausses promesses à une famille. Il ne faut jamais dire à une famille que votre enfant va marcher, va s'asseoir, va tenir sa tête. Ça, c'est comme faire de la publicité mensongère. Alors, en fonction des capacités de leur enfant, pour diriger au mieux le traitement et aussi pour éviter les désillusions ou le découragement de l'enfant et de l'équipe thérapeutique face à des attentes disproportionnées. Et écoutez-moi, vous allez être testé par les parents. La plupart des parents, la première fois ou la deuxième séance qu'ils viennent vous voir, ils vous demandent est-ce que mon enfant va marcher. Et la plupart des gens, normalement il m'a fallu du temps pour savoir comment leur répondre, mais la réponse la plus intelligente et la plus judicieuse, c'est de leur dire qu'il faut le suivre étape par étape. Comme si on allait monter une échelle. On commence par marche, d'accord? La première marche va nous faire aboutir la deuxième marche, et ainsi de suite jusqu'à la fin de l'escalier. D'accord? Alors, la famille joue un rôle de partenaire actif. Ainsi, chaque programme de réhabilitation devrait inclure des activités affectionnelles dans le cadre familial. Je vais vous montrer quelques éléments d'orthèse. Alors, la première à gauche sont des attelles ou des orthèses curopédieuses avec une barre abductrice. Normalement, il est conseillé qu'il garde, normalement, ça c'est pour l'immobilisation nocturne. La deuxième, c'est une attelle jambière. La troisième, c'est un verticalisateur. La quatrième, c'est un corset, pardon. C'est un corset siège. La photo 5, normalement, c'est un corset verticalisateur. Et l'autre, c'est une chaussure orthopédique. Alors, les objectifs principaux de la physiothérapie sont d'améliorer le contrôle postural. Retenez ça, c'est un bon résumé. Le contrôle postural, les amplitudes. On a commencé par postural. Les amplitudes articulaires, le contrôle moteur, la force musculaire, l'endurance musculaire et cardiovasculaire et la mobilité. Toute physiothérapie se compose d'interventions conventionnelles et de procédés propres à certaines écoles thérapeutiques. Dans le monde, normalement, dans le marché de la prise en charge IMC, il y a plusieurs écoles. Alors, le plus judicieux, c'est de rassembler le mieux de chaque école et de le calquer sur une bonne prise en charge de l'enfant. Une bonne prise en charge de l'enfant et les moyens dont vous... Bien sûr. Et moi, personnellement, j'utilise surtout le météi. Le météi, avec un peu de Volta, normalement, c'est très efficace. Bien sûr, si on aura le temps j'allais vous aborder, mais ça va prendre du temps, les techniques spécifiques de décontraction musculaire. C'est très important. Et c'est ce qui se fait normalement pour le monde de la neuropédiatrie. Comment décontracter un muscle? D'accord?
Alors, on aura, j'espère, l'occasion d'aborder ce sujet plus tard. Alors, les méthodes conventionnelles comprennent la mobilisation articulaire passive et active qui vise à maintenir l'amplitude. Alors ça, c'est conventionnel. L'amplitude des mouvements et à éviter l'ankylose. Les étirements ont pour objectif de conserver la longueur musculo-tendineuse. On sait tous que pour éviter le raccourcissement progressif du triceps sural, celui-ci doit être étiré pendant au moins 6 heures par jour. 6 heures par jour. Cet objectif ne peut être atteint en une ou à 2 séances hebdomadaires de physiothérapie. D'où l'intérêt de l'application du suivi à domicile. À la dernière décennie, le renforcement musculaire a repris de l'importance en physiothérapie neurologique de l'enfant. Auparavant, il était déconseillé car on pensait que ça aggravait l'hypertonie, mais on a maintenant démontré que l'augmentation de force s'accompagne d'une amélioration de la fonction sans augmentation concomitante de la spasticité. Conclusion. La réhabilitation motrice de l'enfant avec infirmité motrice cérébrale a considérablement évolué au cours des 2 dernières décennies, avec une consolidation progressive des bases scientifiques qui sous-entendent les diverses approches décrites ci-dessus. Elle se caractérise par sa multiple pluridisciplinarité, différents corps de métiers, médicaux, paramédicaux et techniques. On a oublié le rôle les orthoprothésistes. Alors, étant amenés à collaborer pour offrir au mieux une prise en charge optimale et complète. Les objectifs en termes de motricité sont réévalués et rediscutés avec l'enfant et sa famille tout au long de sa croissance afin de l'amener à l'âge adulte avec un degré d'autonomie, de confort et de qualité de vie maximale. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions,